Ce que je vous propose pour terminer cette journée, c'est de profiter du fait que Thierry et Jean-Pierre soient là pour continuer l'atelier numérique et démocratie, l'atelier Digital Society Forum numérique et démocratie qui a eu lieu tout à l'heure, qui vient de se terminer, et pour avoir leur retour à chacun sur cette thématique et sur ce qui a été dit lors de cet atelier. Donc ce que je propose, c'est que Jean-Pierre, tu commences, et puis après on donnera la parole à Thierry, et il y aura la place pour des questions avant qu'avec Éric Pierrel, nous vous saluions, et avant qu'on prenne un cocktail ensemble. Absolument. D'abord, moi, j'étais très content de cette initiative parce que je trouve que dans le contexte politique que nous vivons actuellement, qui est quand même un peu rock'n'roll, on voit beaucoup de choses très, très atypiques et qui sortent complètement des règles prédictibles du mode de fonctionnement de nos systèmes démocratiques. Et j'étais hier avec un de mes amis qui est Dominique Régnier, qui est le délégué général de la fondation Fondapol, et que vous connaissez parce qu'il intervient beaucoup à la télévision, et il me disait, mais on n'a jamais vécu ça, jamais dans l'histoire politique. Il est prof de sciences politiques à Sciences Po. On n'a jamais connu autant d'événements atypiques par rapport à des éléments de référence. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui, en matière de démocratie, face à ce que vivent les chefs d'entreprise, à la non-prédictibilité des modèles. Et c'est normal. C'est normal parce que la société dans laquelle nous sommes, la société numérique, est une société qui est en train d'installer dans notre organisation économique, politique et sociale, un nouveau modèle, qui est un nouveau modèle sociotechnique, qui remplace progressivement celui qu'on a connu depuis, en gros, le brevet de la machine à vapeur de James Watt, la fin du XVIIIe, et qui a été fondé sur une économie de main-d'œuvre carbonée et européenne, européano-centrique. Et ce modèle-là, veut pas, comme on dit au Québec, est en train très doucement de disparaître pour laisser la place à un nouveau système sociotechnique qui est un système fondé sur une économie décarbonée. Alors, c'est pas aussi rapide que ça, parce que changer de modèle d'économie carbonée vers le décarboné. Mais vous savez, il y a des pays déjà qui sont à 25, 30, 40% d'énergie non carbonée. Et la France, d'ailleurs, est plutôt un bon élève. Et deuxièmement, mondialisée, parce que la mondialisation, là aussi, c'est un fait inéluctable et probablement irréversible, même s'il y a des convulsions dans le système. Et troisième caractéristique, une économie numérisée, c'est-à-dire fondée sur l'échange libre d'informations et de connaissances. Et ce changement anthropologique est un changement profond qui, évidemment, touche tous les comportements de la société. Et pendant 2 heures, on a discuté sur l'impact sur la démocratie, et l'organisation des ateliers a conduit à isoler, au fond, 2 types de ressentis quand on parle de démocratie et d'Internet. Le premier élément, le plus facile d'abord, le plus tactile, c'est on peut s'exprimer. Alors je vais vous raconter une très jolie histoire qu'on racontait en Allemagne de l'Est avant 1989. C'était un journaliste qui disait et alors, la santé, on ne peut pas se plaindre. Il interrogeait un Allemand de l'Est, on ne peut pas se plaindre. Et puis, l'éducation, on ne peut pas se plaindre. Et le logement,
Là non plus, on ne peut pas se plaindre. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? On veut se plaindre. Je pense que c'est effectivement, résumé de façon simple, l'idée que la démocratie, fondamentalement, c'est la capacité que nous avons chacun et que nous avons chèrement gagnée, de pouvoir dire ce qu'on veut. Alors, ça a l'air basique, et vous savez, en matière de démocratie, boucher à balai n'a plus de goût. À partir du moment où on est dans un système où on peut s'exprimer librement, on peut échanger librement, eh ben, on ne se rend pas compte que c'est formidable. Et le fait de le faire avec Internet aujourd'hui, c'est le prolongement normal de tout ce travail qui a été fait, au fond, depuis le milieu du XVIIIe siècle, alimenté par les Lumières, ensuite la construction de la République française, avec quelques éclipses. N'oublions pas que c'est jamais acquis. Et entre 1940 et 1945, on n'avait pas vraiment la liberté de s'exprimer. En tout cas, ça coûtait cher. Et donc l'idée fondamentale de la démocratie, et ce qu'ont dit tous les participants, c'est on peut s'exprimer. Alors, évidemment, c'est quelque chose de fondamental, de créateur, et le fait de s'exprimer librement sur Internet, à travers les blogs, les forums, les réseaux sociaux, est un vrai prolongement du système démocratique, de la réunion et de la presse d'opinion. L'idée qui vient immédiatement est de dire, au fond, c'est formidable, mais les informations, elles ne sont pas vraiment certifiées. On n'en est pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr, vous étiez sûr dans le système d'avant, de la qualité de l'information, des journaux d'opinion? Non, pas plus. Il y avait effectivement des journalistes avec une carte de presse dont on sait bien que ce n'est pas une garantie irréfragable de neutralité politique ou d'objectivité. Et d'ailleurs, on sait bien que l'objectivité, c'est compliqué, que l'objectivité ne provient que du choc des opinions différentes. Et il est évident, et ça c'est un sujet majeur, c'est que dans une démocratie alimentée par Internet, il faut non pas traiter le problème de l'émetteur, puisque ce serait une restriction de la liberté, il faut traiter le problème du récepteur, celui qui va capter l'information pour en tirer une connaissance, une opinion et un levier d'action. Et donc on a beaucoup insisté, et ça c'était un point tout à fait important, sur l'idée d'éduquer au numérique. Comment on va faire pour avoir des citoyens qui vont, à partir de ce fracas d'idées que Internet nous propose, faire le tri entre le bon grain et l'ivraie pour construire une opinion documentée en recherchant une forme, non pas de vérité absolue, mais de relative rigueur dans la gestion de l'information traitée. Et ça, c'est un vrai sujet qui touche tout le monde. On en a parlé dans les entreprises, on en a parlé dans l'éducation, on en a parlé dans la construction de l'opinion citoyenne, qui est un élément important. Alors, ce sujet-là, je suis libre, je m'exprime, je dis ce que je pense, je suis capable de capter l'air du temps et de faire le tri. Alors, vous savez que pendant les élections américaines, on a beaucoup reproché à Facebook d'avoir déployé des idées fausses, mais en l'occurrence, Facebook était un vecteur. Ce sont les émetteurs qui sortaient des idées fausses et qui continuent à le faire. Je vous conseille, si vous voulez vous faire vraiment peur, d'aller voir le site Alt-Right, Alternative Right, qui est un site de propagande néo-nazi américain, dont simplement Steve Bannon a été un des animateurs et qui a été nommé par Trump comme conseiller spécial auprès de lui. Donc là, il y a un problème d'émission, la liberté de la presse, c'est la liberté d'émettre toute une série de points de vue, y compris des points de vue qui sont choquants à plein d'égards. Et donc, ce n'est pas Facebook qu'il faut blâmer. Facebook, c'est le transporteur. Ce sont les émetteurs. Et on revient aux fondamentaux de la démocratie, c'est qu'il faut juger la qualité de la source. C'est quelque chose que j'apprends, moi, à mes étudiants, il faut le faire. Il y a plein de sources d'informations et il faut aller sélectionner ces sources.
Alors ça, c'est le premier volet. Il y a le deuxième volet. Qu'est-ce qu'on en fait de l'opinion? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la démocratie, c'est l'expression de la citoyenneté politique. Et la citoyenneté politique, c'est prendre des décisions pour la communauté. Comment on fait, de façon concrète, pratique? On a pris des exemples tout simples. Financer une piscine, aménager un carrefour, faire la guerre au Mali. Comment on fait avec des citoyens qui s'expriment, qui s'indignent, qui causent, qui parlent sur Internet? Et c'est là où on a abordé techniquement la question de savoir comment on passait de l'opinion à l'action. Le sujet clé de la démocratie numérique, c'est bien celui-là. Libérer les opinions est une chose, construire des processus de mise en œuvre de l'opinion pour agir et transformer le réel par les investissements, les dépenses, les choix tactiques et stratégiques qui sont faits, c'est vraiment le sujet et le sujet du futur de la démocratie d'Internet. Et là, on a été amené à imaginer un espèce de mix entre le système représentatif qui envoie des représentants à date fixe pour remplir un programme qui, évidemment, ils sont prêts de ne pas respecter, parce que leurs programmes sont généralement utopiques, puisque pour se faire élire, il faut faire rêver, et pour gouverner, il faut prendre des décisions de chair et de sang qui touchent des intérêts, des personnes, voire même la vie des gens quand on déclare une guerre. Le passage à l'acte ne change pas de nature dans une démocratie numérique. Évidemment, il change d'ampleur, parce que ce passage à l'acte se fait sous les sunlights de l'actualité temps réel du monde numérique. Auparavant, on pouvait être un peu plus discret sur le lien entre ce qu'on avait déclaré et ce qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est violent, brutal. Tu as dit ça il y a 12 mois, tu fais quelque chose qui est exactement aux antipodes. Et le système représentatif ne fonctionnera jamais avec ce qu'on appelle, en droit constitutionnel, un mandat impératif, c'est-à-dire, au fond, demander aux élus que l'on envoie aux affaires de signer une lettre de démission en blanc qui, le jour où ils ne respectent pas leurs engagements, est actionnée automatiquement. Bon, vous imaginez ce que serait un système de ce type. Ça a existé à un certain moment, et il y a des groupes parlementaires qui à une certaine époque de l'histoire, alors semble-t-il ça a disparu, faisaient signer une lettre de démission en blanc qui faisait qu'un parlementaire qui ne votait pas comme son groupe s'exposait automatiquement à être éliminé. Donc il faut, et ça c'est un chantier, il n'est pas documenté vraiment, il est compliqué, c'est instiller de la démocratie directe avec les mécanismes de l'Internet, et notamment la mécanique référendaire, que nos voisins helvétiques appellent les votations, pour tempérer le système représentatif dans ce côté non contrôlable et non maîtrisé du mandat que l'on donne à un élu pour une période de 5, 6 ou 7 ans. Et le sujet, il est bien là, c'est comment construire un système qui soit beaucoup plus démocratique dans sa gestion courante, et qui permettent d'associer les citoyens à des actes de gestion de façon beaucoup plus rapprochée. Et on a tout le monde a parlé du local, parce qu'on le voit bien. On ne va pas dire, bon, on va faire, il y a un attentat, on envoie le GIGN, on va faire un référendum. C'est pas terrible. Là, on donne un mandat quand même aux dirigeants pour le faire. En revanche, pour les décisions locales, construire un équipement public pour lequel il n'y a pas eu de mandat lors de l'élection est parfaitement concevable. Et il est normal. Et on peut là être très créatif, imaginer le couplage d'un mécanisme référendaire avec un mécanisme de financement participatif, en faisant en sorte qu'il y ait une partie fixe de l'impôt et une partie variable, disant, vous voulez une crèche ou vous voulez un rond-point, vous allez vous le payer, et on va le payer que dès lors qu'il y a les financements participatifs. Et là, il y a des sujets extrêmement intéressants qui peuvent être évoqués.
pour construire une démocratie beaucoup plus riche en qualité des débats, en information des débats. Alors moi, je vous invite à aller regarder sur le site de la République, de la Confédération helvétique, sur le site des référendums, et vous allez voir comment ils font. Pour tout sujet référendaire, il y a un dossier en ligne avec voilà ce que demandent les gens qui ont signé la pétition. Voilà le vote du Conseil fédéral ou du Parlement fédéral. Voilà ce qu'on vous invite, nous, conseillers fédéraux, à voter, ou en soutenir l'initiative référendaire ou aller contre. Et voilà l'ensemble du dossier. Et il y a les avis positifs, les avis négatifs, tout ça étant documenté. Et c'est extraordinaire et accessible en temps réel, en ligne, sur Internet, et avec un degré de rigueur, d'exactitude et d'intérêt tout à fait fort. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées à capter. Alors, il n'y a pas que la Suisse, il y a d'autres pays qui sont engagés dans cette voie. Mais vous voyez bien que démocratie et numérique, c'est un chantier à deux faces. Liberté d'expression totale, avec beaucoup d'informations sur l'action publique. Contrôle de l'action représentative par des mécanismes de vote périodique sur des objets de décision. Alors, l'avantage avec Jean-Pierre, c'est qu'en fait, il me laisse 5 minutes et il prend tout. Mais je vais essayer de juste compléter un tout petit peu ce qui a été dit et très bien dit. D'abord, je ne vais pas raconter ce qu'on a fait dans le Digital Society Forum, mais je vous conseille d'aller sur le site, sur le site, puisque vous avez un dossier complet. Et moi, la première remarque que j'ai à faire par rapport à cet atelier, c'est que je me suis rendu compte que la profusion de choses qui existaient, tant en termes de démocratie représentative, démocratie participative ou démocratie dite électronique, les fameuses civic tech, était finalement et paradoxalement assez peu connue des participants. Peu de gens savent que Barack Obama a utilisé Nation Builder pour sa campagne et que c'est 220 millions d'Américains avec 600 questions et derrière 1,2 million de personnes qui sont intervenues à ses côtés. Peu de gens savent le nombre de gens qui sont sur Change.org. Peu de gens savent ce que fait Vox. Peu de gens savent ce que fait Fluidity. Peu de gens savent ce qui se fait au niveau local, etc. La démocratie liquide. Peu de gens savent ce que c'est. Donc ça, c'était ma première impression lors de cet atelier. Le format de l'atelier, il est assez simple. C'est en complément d'un dossier, un format de type pour le café, et faire en sorte qu'on soit sur des constats et des propositions. Et là, je rejoins vraiment Jean-Pierre. Au niveau des constats, ce qui est vraiment ressorti, de manière très 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 forte, c'était la question de l'expression. Sous toutes ses formes, hein, positives comme négatives, etc. Et le côté chambre d'écho que le numérique peut apporter par rapport à cela. Mais un point qui est essentiel et que vous retrouverez dans le dossier, parce que la question de la transparence, la question de l'émancipation, de l'empowerment, la question du pouvoir d'agir est un élément essentiel, parce qu'effectivement, une démocratie, c'est pas seulement être un citoyen en connaissance de cause, une personne en connaissance de cause, mais c'est en connaissance de cause pour faire quelque chose, pour agir. Et là, la question du pouvoir d'agir, en anglais on dit empowerment, et empowerment, on a tendance à le réduire à mon émancipation personnelle. En réalité, le pouvoir d'agir, c'est personnel, collectif et politique. Je me renforce personnellement dans un collectif avec une dimension politique associée. Et là encore, il y a énormément d'exemples qui existent partout dans le monde qui montrent que ça se développe. Alors aujourd'hui, c'est vrai. Ce pouvoir d'agir, le côté, moi j'appelle ça le futur souhaitable, de rapprocher démocratie représentative et démocratie participative via le mode électronique, c'est-à-dire faire en sorte que finalement on n'ait pas un vote, un autre vote et entre deux, en gros, la société civile qui râle, hein, pour la faire courte, mais que ça prenne de l'ampleur, que ça passe à l'échelle. Effectivement, par rapport à avant, les moyens commencent à être là. L'univers, il est totalement explosé. Hein.
je dirais, entre laprière.org, Fluidity, Vox, etc. Enfin, c'est incroyable. Il y a aussi ce besoin, à un moment, de se retrouver un petit peu ensemble par rapport à des projets. Mais, et c'est un point qui est aussi important, les données sont là. C'est-à-dire que comparativement à avant, ou comparé à avant, aujourd'hui, vous avez des sources comme Etalab, l'OpenGov, enfin le gouvernement ouvert, l'Open Data, etc., qui est présent. Et à partir du moment où des gens l'utilisent, parce qu'encore faut-il que des entreprises, des associations utilisent ces données ouvertes pour en faire quelque chose d'accessible, bah, à partir de ce moment-là, ça renforce le pouvoir savoir des personnes qui leur donnent les capacités d'agir. Et aujourd'hui, on a plein d'exemples sur lesquels la structure type Etalab ne fera pas l'effort de faire les applications, les API, etc., qui vont bien, mais sur lesquels d'autres peuvent en faire quelque chose. Enfin, la question du territoire. Je pense que tout part des territoires. Toujours. Toujours. D'ailleurs, je suis membre d'un groupe qui s'appelle Orange, qui pour moi est un acteur du lien social et de la médiation au service du développement socio-économique des territoires. Je veux dire, c'est son histoire. Et c'est pour ça que d'ailleurs ces ateliers, cette compréhension du numérique me semble si importante et ce passage-là, c'est si important. La question du territoire. Et donc j'en reviens à la question de la Suisse ou de la constitution islandaise ou sur certains pays avec des traditions qui sont des traditions sur certains sujets, mais pas tous, à définir encore une fois. Choix entre une piscine et une crèche, etc. Qui sont des choix très importants et qui là aujourd'hui, via le numérique, permettent de faciliter, de fluidifier les choses, de fluidifier. Vous n'avez pas à vous déplacer, vous pouvez le faire, etc. Et c'est pas seulement je clique pour râler, c'est je m'investis, je m'implique. Je suis pas encore dans l'engagement citoyen. Enfin, dernière remarque, finalement, on voit bien que le numérique tourne autour de ce futur souhaitable, démocratie participative, démocratie représentative. Il est un des éléments de transformation et de renforcement, d'accélération du système et donc de changement de paradigme. Mais le numérique en soi, c'est comme les tablettes à l'école, c'est rien. L'enjeu, c'est la question des pouvoirs, c'est la question des rentes, c'est la question des systèmes établis. Et donc c'est là où ça crispe en plus. On a beaucoup dit que l'élection de Trump, c'était les réseaux sociaux, et tu le rappelais tout à l'heure. Mais qui sait comment fonctionne l'algorithme de Facebook, qui fait que plus vous êtes dans un domaine donné, que vous likez, plus c'est ces informations-là qui vont vous revenir. Qui sait comment ça marche? Donc, et ça sera le dernier point, avant les questions, cette éducation et médiation et connaissance à la fois de vivre avec l'autre dans sa différence, ce qui n'a rien de numérique, parce que je pense que c'est vraiment important pour vivre et faire en société, mais également comprendre les enjeux et les mécanismes du numérique, comprendre la question des données, comprendre que quand vous cliquez sur Facebook, vous participez au modèle économique de Facebook et vous faites du digital labor, ce qu'on dit. Tout ça sont des éléments très importants. Et là, il n'y a pas que Orange, l'État, etc. On est tous, associations, etc., tous dans la même galère. Parce que sinon, à un moment, effectivement, on perd la main. Et encore une fois, être usager n'est pas maîtrisé. Or, ça part toujours de la question de l'éducation et de la maîtrise pour ensuite pouvoir agir. Merci à tous les deux pour ce retour de cet atelier. Je vous donne la parole. Place aux questions. Allez, je vais me déplacer. Alors, une petite question. Comment vous envisagez la transition vers une démocratie participative dans nos sociétés qui ont des pyramides d'âge inversées, où les jeunes vont certainement être très dans l'adoption des technologies et faire rapidement ce switch vers cette nouvelle démocratie participative, mais où quand même, la majeure partie de la population, dans 10-20 ans, va se situer en haut de la pyramide et ne sera peut-être pas à même, justement, de faire ce switch aussi facilement que le jeune. Je ne pense pas que les vieux soient Mais non, Jean-Pierre. moins ouverts
aux technologies numériques que les jeunes. Je cite toujours l'exemple de ma mère qui vient d'avoir 90 ans et qui est une vraie mamie numérique extrêmement branchée et surprenamment, pour moi, aware du numérique. Elle a tablette, smartphone, ordinateur, et elle me dit mais t'as pas vu ça sur Facebook? Bon, effectivement, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai bonne confiance. Et puis, vous savez que dans les maisons de retraite, enfin les EHPAD, il y a beaucoup de formations au numérique et les gens sont ouverts. Donc, je crois que le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas une transition démographique. C'est une transition entre le monde d'hier, où les hommes politiques, et les femmes, considèrent qu'étant représentants du peuple, ils ont une légitimité supérieure au peuple qui les a mandatés. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un effet cliquet. Vous comprenez, je suis parlementaire. Vous vous souvenez du débat extraordinairement surréaliste lorsqu'on a demandé aux parlementaires de publier leurs revenus. Ils ont quand même obtenu que cette publication soit faite, mais pas rendue publique. Quand même extraordinaire. Et à l'époque, tout le monde disait mais c'est du voyeurisme qu'on nous demande de publier notre fortune. Pas du tout. Un élu du peuple n'est redevable que devant le peuple. Et en particulier, une des raisons pour lesquelles on leur demande de remplir une déclaration de revenus, c'est pour vérifier que l'exercice de leur mandat n'a pas créé d'enrichissement personnel. Et ça, c'est vraiment un élément clé, hein, puisqu'ils représentent le peuple. Ils doivent être rémunérés légitimement, normalement, hein, pour cette fonction, et c'est très bien, mais sous le contrôle du peuple, pour vérifier. Et d'ailleurs, cette affaire-là de publicité des revenus ne se limite pas aux élus, mais devrait être généralisée à tous les agents publics. On se gargarise d'avoir 5 millions de fonctionnaires en France qui n'œuvrent que pour le bien commun, c'est bien connu. Ça serait intéressant de savoir comment sont passés les marchés publics, voir si au moins les directeurs d'administration territoriale ont un revenu et un train de vie compatible avec leur rémunération normale. Ça serait normal. Mais quand on dit ce truc-là à des élus ou à des personnels communaux ou territoriaux, les gens vous regardent comme si vous étiez Fouquier-Tinville, le grand accusateur de la Révolution. Donc, pour moi, la transition, elle est dans l'idée fondamentale que l'information certifiée, authentifiée, hein, là on ne parle pas de bruit, de rumeur ou de buzz, puisse être partagée par les citoyens pour assurer le contrôle transparent de la décision publique et des agents mandatés par le peuple pour agir en son nom. Et ça, c'est une décision qui, à mon avis, devrait faire l'objet, pour le coup, d'un référendum, parce que je ne vois pas le Sénat et l'Assemblée nationale la voter spontanément. Bon, pour compléter, on est dans une tradition jacobine en France en particulier, qui du coup verticalise beaucoup. En Allemagne, il y a quand même le parti pirate, même s'il n'arrive pas à ses fins, mais qui réincarne, entre guillemets, ou en tout cas essaie de réincarner ce qu'on appelle la démocratie liquide, hein, avec des représentants qui changent, sortis du métier, sortis des logiques de rente, etc., etc. Donc là, il y a un vrai sujet autour de ceux qui sont les représentants et des systèmes incarnés, sans tomber dans du populisme, hein, c'est un point. Et ensuite, par rapport au côté intergénérationnel, ce que moi je pense, c'est que je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais sur l'usage. Après, sur ceux qui vont faire en sorte que l'information arrive, là pour le coup, les data scientists, ceux qui vont faire les API, etc. Là c'est vous, quoi, c'est les jeunes. Donc il faut prendre, c'est vraiment important, quoi. La question des données et des données ouvertes, c'est une question clé, et c'est même une question clé en termes de développement d'activité, d'entrepreneuriat, de développement futur. Et il va bien falloir que ces données, qui sont aujourd'hui entre guillemets ouvertes, arrivent dans les mains de ceux qui peuvent en faire quelque chose. Et donc pour ça, là pour le coup, il y a une question intergénérationnelle. Une autre question? On les a... Voilà, mais c'est la fin de soirée. Serge.
sondage pour la salle. Il existe plusieurs sites aux États-Unis de villes, d'universités, etc., qui publient les salaires nominatifs des employés. La ville, ça. Qui parmi vous serait pour que, par exemple, Grenoble École de Management publie la liste des salaires nominatifs avec les salaires, la liste nominative avec les salaires? Bon, tu vois, c'est pas si mal que ça. C'est bien, ouais, non, mais... Si je vous permette, la raison, c'est simple, pour moi, c'est que ça évite les injustices. Parce que quand tous les salaires sont publics, il ne peut pas y avoir d'injustice. Il y a Didier qui n'est pas d'accord. Ou en tout cas, elles sont publiques. Non, mais la valeur du travail, c'est un sujet de philosophie. Donc, c'est quoi la justice dans la rémunération? J'ai rien à je ne peux pas faire en technique, mais... Il y a une nuance qui est le caractère public de la mission. Moi, je pense qu'effectivement, en particulier les élus, ils ont un barème qui est public, plafonné d'ailleurs, et c'est bien fait. Pourquoi ils ne le publieraient pas? Pourquoi ils ne le publieraient pas? Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le cumul des mandats, qui normalement, à partir de 2017, devrait complètement cesser. On va voir ce que ça va donner d'ailleurs. Hein. Ça va être intéressant à suivre. Ce cumul de mandats fait que, évidemment, les revenus sont plafonnés, mais ils cumulent avec toute une série de mandats qui ne sont pas dans le plafond. Président d'office d'HLM, président de l'hôpital public du coin, etc. Moi, je trouverais complètement légitime et normal que le maire de ma commune, qui est par ailleurs président de l'office d'HLM ou de l'hôpital public, fasse état publiquement des revenus qu'il en retire. Parce que c'est un mandat public. Et peut-être que ça permettrait de prendre conscience qu'il y a derrière tout ça une allocation du temps disponible. Comment il fait ce mec-là, surpuissant, pour diriger 22 trucs simultanément? Et après, il y a sujet de débat. Moi, je pense qu'il y a... La démocratie, c'est une chose sérieuse. En France, on la traite par-dessus la jambe. On la traite par le buzz, par la petite phrase. L'histoire du prix unique a coûté très cher à Juppé. C'est une absurdité qu'on a montée en épingle. Je suis, moi, tout à fait choqué de voir qu'on prend des décisions collectives aujourd'hui sur la foi de buzz, de détails, montés en épingle par 3 journalistes ou par quelques internautes. Le discernement, c'est bien effectivement distinguer le superficiel du fondamental. Or, vous verrez que dans le débat démocratique, on va beaucoup plus parler du superficiel que du fondamental. Et c'est ça qui va faire en sorte que je vais avoir confiance dans mes représentants et je vais être capable de contrôler leur action de façon parfaitement transparente. Parce que sinon, c'est le lynchage médiatique. Sinon, comme tu l'as dit, c'est le populisme. Tous pourris. C'est formidable de dire ça. Surtout venant de partis qui ne montrent pas non plus l'exemple. Et le tous pourri est quelque chose de dramatique, parce que au lieu de documenter, parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes en politique, il y en a. Alors il y en a qui se font prendre les mains dans la confiture, Thévenoud, Cahuzac, et pour citer quelques noms récents. Il y en a d'autres qui ne se font pas prendre. C'est pas parce qu'ils sont plus honnêtes, c'est parce qu'ils sont plus malins. Donc, moi je pense que la démocratie, c'est la transparence et le respect des gens. Alors, c'est vrai que jusqu'où va-t-on dans l'échelle de hiérarchie des agents publics? Moi, je pense qu'il faudrait se limiter de façon très claire aux postes qui sont à discrétion des élus. C'est-à-dire qu'un directeur de cabinet d'une région ou d'une commune, ce sont des postes qui sont nommés par les élus et pour lesquels on peut effectivement penser qu'il y a avantage en nature, etc. Il y a une chose que l'on a gagnée. Est-ce que vous connaissez le principe de la réserve parlementaire? Vous savez que la réserve parlementaire, c'est un archaïsme absolument absurde. Alors, j'ai lancé sur change.org une pétition pour demander que la réserve parlementaire soit supprimée. J'ai dû avoir 22 personnes qui m'ont soutenu. Donc j'ai fait un bid avec ce truc-là.
je trouve que la réserve parlementaire est fondamentalement symbolique d'un archaïsme. Juste le rappel, le système, pour ceux qui ne le connaissent pas. Chaque parlementaire reçoit une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, sur fonds publics, évidemment, qu'il a le droit de donner à qui il veut, et pour n'importe quelle tâche et n'importe quelle mission. Évidemment, il va le donner en général à des gens qui sont des agents électoraux potentiels, soit des associations, soit des groupes de pression, etc. Ils le font. Jusqu'au mandat de François Hollande, il n'y avait pas d'information sur la réserve parlementaire. Aujourd'hui, chaque année, il y a un rapport annuel sur ce que font les élus. Je vous invite vraiment à regarder ce que font vos sénateurs et députés de la réserve parlementaire. C'est un indice extrêmement précis. C'est pour ça que ce que tu dis est tout à fait juste. Non seulement il faut que l'information soit disponible, mais il faut en faire usage. Nous, on est vachement paresseux, nous, les citoyens. Parce qu'on part du principe qu'on n'a pas le pouvoir, on n'y arrivera jamais, tous ces gens sont au-dessus de nous, etc. Pas du tout. La souveraineté populaire appartient au peuple. Et c'est la reconstitution de ce lien direct entre les élus et le peuple qui va faire la démocratie. Et là, il faut utiliser les outils numériques pour le faire, parce qu'on en a la possibilité. Il faut donc qu'il y ait des start-up qui aillent traiter ces informations, qui en fassent des synthèses. Et il y a des tas de choses extrêmement passionnantes à faire pour éduquer l'opinion et faire en sorte que nos élus soient effectivement sous contrôle, ce qui me paraît légitime, mais en même temps qu'il y ait d'autres gens qui ont envie de devenir élus. Parce qu'une des raisons pour lesquelles, en France, il n'y a pas de renouvellement de la classe politique, c'est que personne n'a envie d'être parlementaire ou sénateur ou député, parce qu'on sait que les places sont prises et coincées. Donc vous voyez qu'on est là dans des sujets vraiment de fond. On ne peut pas aborder l'avenir de la démocratie si on n'élimine pas tous les risques de totalitarisme. Je ressens, moi, personnellement, avec 50 ans d'expérience, j'exagère un peu, de droit constitutionnel et d'analyse sociopolitique, je ressens dans le monde de formidables menaces contre la démocratie, parce qu'on a le sentiment que, puisque le système marche mal, on va tenter le totalitarisme. C'est risqué comme pari. Parce qu'en général, c'est un ticket sans retour. Et où le retour, on le paye très cher. Vous savez que moi, je suis né à Vichy. Alors je suis particulièrement sensible à ça. Je suis né à Vichy et je ne m'appelle pas Philippe, donc ce qui est une chance quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui s'appellent Philippe. Et j'ai vu comment un Parlement, qui était celui du Front populaire, a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ça arrive dans l'histoire. Ça arrive parce que la démocratie n'a pas fonctionné, elle a été défaillante, et les citoyens n'ont pas exercé le pouvoir qu'il fallait sur la démocratie. C'est ça l'enjeu, et je pense que le numérique, sans naïveté, sans candeur, est un puissant outil pour revigorer une démocratie qui souffre de dysfonctionnement. Moi, je préfère des thérapies douces que la chirurgie lourde. Merci, messieurs. Bon, allez, une dernière. Ah, C'est bien parce que c'est toi, Caroline. Moi, je vais faire une intervention quand même parce que je fais un peu de pub. Le 15 décembre, en fait, et ça sera streamé partout en France, on organise un grand débat sur cette question-là au Collège des Bernardins avec le directeur général de Twitter, avec Sibieud, avec Slimane, enfin toutes les personnes un peu concernées par ce sujet-là, Léonore de Roquefeuille de Vox, etc. Donc voilà, c'est le 15 décembre au matin. Si vous n'êtes pas en cours ou si vous avez du temps, etc., je pense que les débats seront intéressants. Il y aura Rothel Krief et Stéphane Richer, bien entendu. Mais voilà, c'était pour une petite info avant de clore. Je me disais que, admettons que je pense que je ne suis pas compétente pour juger des questions qui sont, par exemple, mises au référendum, etc. C'est-à-dire que je me dis, mais moi, je ne peux pas juger ça.
Donc comment est-ce que on peut imaginer cette démocratie quand même plus, alors peut-être pas complètement liquide, mais plus fluide, si nous-mêmes citoyens, à un moment donné, on va peut-être s'auto-censurer et finalement ceux qui vont se proposer ou penser qu'ils sont légitimes pour parler, finalement, ça va être toujours les mêmes, ceux qui font du lobbying, ceux qui sont intéressés par ci ou ça, ou etc. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que, finalement, chaque voix qu'on va donner donc, à chaque citoyen, chacun on réussit à s'en emparer en se disant, oui, j'ai peut-être des compétences pour juger de cette question ou pas. Là, je vais prendre juste un exemple comme Démocratie OS, par exemple, où vraiment il y a des débats qui sont faits avec... et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au départ, il y a tout un tas de gens qui écoutent, enfin qui suivent, et qui ne sont pas forcément acteurs. Et puis forcément, à force d'écouter des points de vue différents, etc., commencent à se forger leur avis. Mais pas leur avis sur l'émotion. Ça n'a aucune importance. Mais leur avis sur le fond de la question. Et à ce moment-là, ils sont montés d'un cran. Et donc, ils vont s'autoriser, du coup, à intervenir. Et puis après... Pour le coup, il y a des sujets où effectivement, non. Moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, le vote blanc ne soit pas comptabilisé. Mais quelque part, il peut y avoir des sujets sur lesquels, moi, j'ai pas de gosse, donc entre la crèche et la piscine, soit je suis un freerider et puis je vais dire la piscine, soit finalement, je comprends la société, je me dis, je me retire de la votation, parce que ça ne me concerne pas. Après, c'est des choix individuels. Mais en tout cas, ce qui n'était pas le cas avant, parce que quand on est dans un cercle ouvert où tout le monde se voit, l'effet grande gueule, il existe beaucoup plus et on peut avoir tendance à s'écraser ou voir se faire humilier, etc. Là, quand on est sur des processus longs, de ce qu'on appelle la controverse féconde, etc., à un moment, vous forgez une opinion. Et aujourd'hui, les plateformes numériques le permettent. Je pense que c'est un sujet redoutable. Moi, j'ai beaucoup relu Condorcet récemment, parce que j'ai une admiration sans borne pour Condorcet, qui a écrit des choses absolument admirables entre 1791 et... il a commencé en 1788 et il est mort en 1794. Il n'a pas été guillotiné, il est mort pourchassé parce que c'était plutôt un Girondin. C'est un mec de centre-gauche. C'était le premier... Alors, c'était pas bon d'être de centre-gauche à l'époque. Il fallait être franchement extrémiste. Mais extrémiste un jour d'un bord, on était mort le lendemain. Et ça tournait très vite. Donc, c'était quand même pas terrible. La terreur, 1793, c'est une mauvaise période. Ce qui est intéressant de ce que disait Condorcet, c'est que lui, il pense qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation. Ce que je crois fondamentalement. Et à l'époque, le problème, c'était l'illettrisme. Donc, il faut une éducation absolument fondamentale sur ce que sont les droits civiques. La démocratie, ça ne peut se faire que par des gens éclairés. C'est pour ça que les grandes gueules ont toujours... vous prenez un amphi quelconque. Prenez un amphi. C'est moi, le souvenir de 68. Il y avait toujours un mec, les camarades, vous allez voir, la révolution, machin. Il y a la grande gueule. Puis tout le monde le suit parce qu'il organise mieux, etc. Vous n'allez pas supprimer les talents individuels. Il y a des gens qui parlent mieux que d'autres, il y a des gens mieux éduqués, etc. Mais ce que tu dis est très vrai. C'est qu'il faut enlever l'émotion du processus d'accumulation des connaissances. Internet le permet. Je reprends mon exemple des référendums suisses. Quand vous regardez le truc, il faut passer 2 heures avant d'aller voter, mais c'est vachement intéressant, c'est passionnant et c'est bien fait. Est-ce qu'on fait cet effort de pédagogie ? Dans le Canard enchaîné, il y a un truc que j'adore, c'est le concours de « Est-ce que tu as vu ma gueule ?» dans la presse locale. Les élus, au lieu d'expliquer leur truc, ils montrent leurs photos. Et il y a des malades, alors ça va être la période des vœux de Noël, il y a des malades dans leur revue municipale payée par les contribuables, montrent 32 fois leur binette, quoi. Et ça, ces mecs-là, il faut les virer, quoi, tout de suite. Quoi qu'ils fassent, c'est qu'ils méprisent le citoyen. Petit 1, l'éducation. Petit 2, le temps différé. On a beaucoup parlé de temps réel aujourd'hui. Moi, je pense que le temps réel est néfaste à la démocratie. Parce que... c'est pour ça que la justice est lente. Parce que si la justice était expéditive, on ferait beaucoup plus d'erreurs judiciaires qu'en laissant le temps, qu'en laissant les passions se calmer, etc. Donc il faut du temps différé. Donc ça veut dire qu'il faut travailler
Sur le long terme, il faut laisser du temps à la réflexion et à l'action. Troisièmement, il faut faire confiance au vote, parce que finalement, in fine, le vote, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour ça, il faut en faire beaucoup. Voter une fois tous les 5 ans pour le président de la République, c'est pas ça la démocratie. Or, vous savez que la Constitution de la Ve République a finalement limité la vie publique à cette espèce de combat de chef que j'assimile à un combat de vache des Reims. Vous savez que chaque année en Suisse, on choisit la vache la plus puissante du troupeau. Il y a un combat de vaches et on est là, on montre ses muscles, on rumine, etc. C'est un peu ça une élection présidentielle où on l'a vu pour les primaires, c'est quand même un concours de biscottons, quoi. C'est pas sur le fond qu'on juge les choses. Donc il faut éviter les combats de ce type, qui sont évidemment singuliers, l'un contre l'autre, et multiplier les votes, et voter sur des sujets. Alors il se trouve malheureusement que le référendum en France n'est pas populaire, parce qu'il a toujours été transformé en plébiscite. Ce qui prouve fondamentalement, d'ailleurs, qu'on n'est pas un pays démocratique. Donc moi, je suis pour les référendums locaux ou régionaux, réguliers, sur des sujets importants, et je suis pour, alors là, vous allez frémir, une part significative de tirage au sort dans le choix des représentants. Pourquoi le tirage au sort? Est-ce que vous avez confiance dans le fait qu'on puisse choisir des représentants élus dans des communes ou dans des départements au tirage au sort? Je posais la question, est-ce que quelqu'un n'a pas confiance? Ceux qui n'ont pas confiance lèvent la main. Très bien. Donc si demain vous êtes soumis à un crime qui relève du droit pénal et de la cour d'assises, vous allez réfuter le fait d'avoir un jury populaire. Parce que dans le droit pénal français, le jury de cour d'assises est un jury tiré au sort. D'ailleurs, c'est une expérience, j'ai jamais été tiré au sort, mais c'est une expérience que je rêve de faire. Moi, j'ai un copain qui a été tiré au sort. C'est terriblement traumatisant, parce qu'il faut décider. Et on ne décide pas d'une piscine ou d'une crèche, on décide de la vie d'une personne. Parce que même si on ne coupe plus la tête aujourd'hui, si on envoie quelqu'un 30 ans en prison, c'est quand même sérieux. Donc, on accepterait d'être jugé par un jury de cour pénale, par un tribunal, par un jury populaire, on n'accepterait pas que des gens tirés au sort, avec une dose. Pourquoi l'intérêt de ce truc-là? Petit 1, on est sûr qu'ils ne font pas carrière. Donc, leurs motivations sont naturelles. Petit 2, un tirage au sort, et c'est statistiquement démontré, va sortir la même dose de gens très compétents que de gens très crétins, au moins autant que le vote. Au moins autant que le vote. Il y a 650 000 élus en France. 650 000 élus. C'est beaucoup, hein. Donc on est un des pays du monde qui a le plus d'élus par habitant. On devrait avoir la meilleure démocratie du monde. Ben non. Il n'y a pas une relation linéaire entre le nombre d'élus et la qualité de la démocratie. Manque de bol. Ce qui fait que mettre des citoyens pris au hasard pour les emmener à prendre des décisions, à coopérer, à prendre des décisions publiques, je pense que ça serait une bonne chose. Ça mettrait de la différence. Merci, messieurs. On va s'arrêter là. Et merci. Je vais appeler Éric Pirel, qui, avec moi, va clôturer ce GEM Digital Day. Donc, Éric Pirel, tu es là avec la casquette Digital Grenoble. Merci Renaud. Avant de clôturer, je fais juste 2-3 mots de transition. Moi, j'ai 2 chances dans ma vie. Le premier, c'est d'être diplômé de GEM. Et je retiens de la réponse à la question de Caroline l'importance de l'éducation. Et ça tombe bien parce qu'on est dans une école, enfin, juste derrière la porte là-bas. Donc, première bonne nouvelle. Et puis, la deuxième chance que j'ai, c'est de travailler dans le numérique. Bon, c'est aussi un peu pour ça que je suis là. Je suis, puis je fais une dernière digression. Donc, à Digital Grenoble,
C'est un exemple intéressant de démocratie. C'est une SIC. On a fait une société coopérative. Donc on a dit, plutôt que d'avoir des entreprises qui se regroupent, on va regrouper des personnes physiques déjà, parce que la voix d'une personne morale, c'est quelque chose d'un peu compliqué. La voix d'une personne physique, au moins, on sait ce que c'est, une personne physique. Une personne morale, moi, j'ai jamais su très bien ce que c'était. Enfin, si, c'est pour mettre un patrimoine, c'est pour faire des factures, tout ça. Mais le mot personne est un peu embêtant. Et je vais vous révéler quelque chose d'extrêmement important. Donc moi, je suis élu à la gouvernance de Digital Grenoble. J'ai un mandat. Il n'y a pas de rémunération. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une façon de régler le problème des rémunérations, qu'il n'y en ait pas. Alors, GEM Digital Day, c'est la 5e édition. Hein. Je crois que j'ai fait les 5. C'est un événement qui est essentiel pour au moins 2 raisons. La première, c'est que si on ne fait pas rentrer le digital dans une école de commerce, on passe à côté de l'avenir. Donc je suis bien content qu'on ait fait rentrer le digital à GEM, d'autant plus que je suis partie prenante. On passe à côté de l'avenir, on l'a vu sur le plan économique, on a eu des débats sur les entreprises, sur la transformation digitale des entreprises. On passe à côté de l'avenir sur le plan sociétal. On revient au thème de l'éducation qu'on avait tout à l'heure. Deuxième raison pour laquelle c'est essentiel d'avoir le GEM Digital Day, c'est que c'est devenu, au bout de 5 ans, on rentre dans l'imaginaire collectif. On sait que début décembre, il y a le GEM Digital Day, c'est un rendez-vous, on va revenir, on va avoir des échanges on va continuer ceux de l'année précédente, on va continuer de construire ensemble. Donc c'est un événement qui est rentré dans l'imaginaire collectif à Digital Grenoble, surtout les gens qui font du numérique à Grenoble. Ça, c'est extrêmement important, c'est une pierre angulaire, et c'est une pierre angulaire tellement importante qu'à partir de l'an prochain, Digital Grenoble a décidé de se saisir de la bonne pratique du GEM Digital Day pour en faire un des piliers d'une semaine du numérique ouverte sur la société qui aura lieu à partir de janvier 2018. Donc là, paf, on loupe l'imaginaire collectif puisqu'on change de décembre à janvier. Mais je laisserai Renaud communiquer là-dessus. Finalement, ça ne sera pas le cas. Je sais pas, il fait nom de la tête, donc j'en sais rien. C'est que je dois pas être bien informé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pilier, c'est le cornerstone, on dit en anglais, donc la pierre d'angle, hein, sur laquelle on veut construire à Digital Grenoble des événements ouverts sur la société, ouverts sur l'entreprise, ouverts sur toutes les parties prenantes autour du thème du numérique. Et tout ça, c'est grâce à votre présence à tous. Merci. Merci Eric. Donc j'ai 2 choses à dire. Je vais dire merci d'abord. Je tiens à remercier un certain nombre de personnes par rapport à l'organisation de cet événement. Donc Séverine, Mathieu et Maxime. Alors, je ne sais pas s'ils sont là. De toute façon, Maxime doit être là parce que ça fonctionne et c'est lui qui le fait fonctionner. Je ne sais pas si Mathieu et Séverine sont là. Non, ils doivent être en train d'œuvrer dehors. Ce sont 3 étudiants de l'EMSI qui, depuis, ça doit faire 3 mois, bossent avec nous pour l'organisation de cet événement. Et je pense qu'on peut les applaudir. Ensuite, un merci à Thomas, là-haut, qui fait le streaming, à Fabrice, ici, qui nous a aidés à organiser ce GEM Digital Day. Puis un merci aussi à tous les services de GEM qui nous ont aidés à monter ça. Ensuite, on peut applaudir les services de GEM aussi. Hein. Bon, ensuite, Loïc l'a évoqué ce matin. Tu l'as plus qu'évoqué cet après-midi. Donc pour l'année prochaine, le 6e GEM Digital Day ne se déroulera donc peut-être pas en décembre 2017, mais peut-être en janvier 2018. On est en train de caler ça dans ce cadre plus grand que serait, je le mets encore au conditionnel, j'espère qu'on enlèvera le i de serait, en fait qu'on finira par un a. Ce que sera ce festival du numérique à Grenoble et peut-être ultérieurement à French Tech in the Alps. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on vous retrouvera l'année prochaine. On communiquera relativement vite sur la date qui sera retenue.
Et puis, cette année, vous avez été encore plus nombreux que l'année dernière, puisque je crois qu'on a atteint les 450 participants. Un grand merci à vous, parce que c'est vous qui avez fait la réussite de ce GEM Digital Day. À l'année prochaine.